Bienvenue à cette troisième séance du cours Anthropologie sociale et culturelle. Je souhaiterais parler aujourd'hui de l'anthropologie du développement. Voici le discours de Truman de 1949, qui est considéré comme le début du discours sur le développement. À San Francisco, dans la salle qui vit naître l'ONU, les grandes lignes de la politique américaine. When General MacArthur and I discussed the whole problem of peace in the Far East, we recognized that this is far more than a military problem. Today, the peoples of the Far East, as well as the peoples of the other parts of the world, are struggling with the false revolution of communism. Soviet communism makes the false claim to those peoples that it stands for progress in human achievement. Actually, it seeks to turn them into colonial slaves of a new imperialism. We hate war, but we love our liberties. We will not see them destroyed. Qu'est-ce que c'est le développement? Le développement concerne le potentiel humain et ses dimensions sociales et économiques. Plusieurs domaines sont concernés: les relations de travail, les collectivités, les individus, la sécurité du revenu, les compétences et l'apprentissage. Le développement traite les problématiques de pauvreté et de richesse, l'inégalité nord-sud, le travail et ses conditions, le travail des enfants, les questions de migration et de développement, la situation des femmes dans le développement. Voici les centres et les marches de la mondialisation. En orange, les centres, en jaune, les pays émergents, en jaune foncé, les périphéries intégrées au centre. On y voit aussi les liens étroits entre les pays du centre à l'aide des flèches. Voici une évolution de l'indice du développement humain sur une décennie. On y constate les taux élevés en Afrique et dans certaines parties de l'Asie. Voici l'indice du développement humain du PNUD, du Programme des Nations Unies pour le développement. On y constate les taux bas en Afrique ainsi que dans certaines parties de l'Asie du Sud. Voici quelques questions, essayez d'y répondre. C'est un exercice préliminaire qui vous aidera à préciser la mondialisation et le développement. Quels sont ses composants principaux? Essayez de construire une définition qui peut aider les gens à comprendre les liens entre la mondialisation et le développement.
La sociologie du développement. D'un pays à l'autre, les politiques de développement ont des priorités différentes. Mais pour comparer les niveaux de développement de différents pays, il faut commencer par décider soi-même ce que le développement recouvre vraiment, ce qu'il est censé accomplir. À partir de là, des indicateurs spécialisés pourront servir à jauger les progrès relatifs des pays en termes de développement. L'objectif est-il simplement d'accroître la richesse nationale ou s'agit-il de quelque chose de plus subtil? Améliorer le bien-être de la majorité des gens, garantir leur liberté, renforcer la sécurité économique? Ce seront ces questions que nous aborderons dans cette séance. La transformation sociale est large, la sociologie du développement est spécifique avec un accent disciplinaire. L'anthropologie et la sociologie du développement sont un sous-ensemble de l'étude des transformations sociales. Le changement social ou la transformation englobe un large éventail de changements institutionnels et culturels dans la société à travers l'histoire sur laquelle les philosophes de Héraclite à Habermas et Ibn Khaldun ont réfléchi. La réalité du changement social, tant matériel ainsi que sur les niveaux des mentalités, a été envisagée par les philosophes et les sages depuis des temps immémoriaux. L'observation d'Héraclite, qui vivait de 535 à 475 avant notre ère, je cite, « Vous ne pouvez pas entrer 2 fois dans le même fleuve », fin de citation. Cette citation capture l'essence de la constance du changement. Le changement est éternel. Bien que l'idée de changement social est plus ou moins universelle, il y a souvent des désaccords sur la directivité, les mécanismes et la qualité du changement. Dans le discours judéo-chrétien islamique, émanant des anciennes civilisations égyptiennes et grecques, le temps a été perçu comme une flèche allant de l'avant dans une trajectoire linéaire. Dans le concept hindou indien, le temps était cyclique. Les époques dans la tradition hindoue, la régression de l'âge et de la vérité, Satya Yuga, l'un du matérialisme, du péché et de la corruption, Kali Yuga. L'idée de millénarisme, un changement d'époque pour le bien après l'immersion dans le péché, est partagée dans plusieurs religions. Ces différences cosmologiques sont influencées par les perceptions des gens du phénomène de la transformation sociale dans les différentes sociétés. Dans la tradition hindoue, le changement a été considéré avec une certaine appréhension. Les vestiges de ces anciennes traditions cèdent progressivement de la place à des assauts de la modernisation. Marx a eu raison de prévoir que les forces du capitalisme démoliraient les murailles de Chine. Le célèbre aphorisme de Marx que les philosophes n'ont fait qu'interpréter le monde et que ce qui est important est le changement incarne une notion de progrès où les êtres humains deviennent des agents ou acteurs du changement et non pas seulement les récepteurs passifs du changement. La notion de progrès, un déroulement orienté vers l'amélioration de la société, a été intégrée dans la philosophie grecque, ce qui a influencé la philosophie des Lumières. La sociologie comme discipline est née dans le cadre du discours sur le progrès social lorsque la société européenne a été exposée à des changements induits par l'industrialisation du XIXe siècle. Dans les écrits de Saint-Simon, Auguste Comte et Herbert Spencer, les figures fondatrices de la sociologie, le changement social ou les dynamiques sociales occupent une place centrale. Les sociologues classiques tels qu'Alexis de Tocqueville, Karl Marx, Max Weber et Émile Durkheim ont partagé un terrain d'entente dans leur focalisation sur le changement social, bien que leur interprétation ait des accents différents. La différence principale peut se résumer comme un débat sur l'évolution sociale ou le changement social historique. En d'autres termes, le changement social est ce qui suit un schéma
qui est prévisible et irréversible ou non? Est-ce que la transformation sociale suit des chemins évolutifs à partir d'un stade simple à un stade supérieur, du plus simple au plus complexe? Ou la transformation sociale est-elle constituée par hasard, par des événements imprévisibles pleins d'incertitudes? Les historiens de différentes époques ont traité la problématique de ce débat. Alors que certaines interprétations de vues marxistes fournissent une vue prévisible et mécanique de la transformation sociale, donc une société en évolution du communisme primitif à travers la société esclavagiste, la société féodale, puis la société bourgeoise, qui avance vers un point d'arrivée, le socialisme, et son stade le plus développé, le communisme. D'autres approches ont avancé une vision plus nuancée. Le mécanisme, et en particulier le matérialisme historique, était avancé par des universitaires staliennes. Il a fait place à une approche plus nuancée et des analyses historiques empiriquement validées. Les interprétations herméneutiques et historiques de Weber présentent une base plus rigoureuse de l'histoire liée à d'importantes civilisations du monde, par exemple celles de la Chine et de l'Inde. Dans l'élaboration des théories du changement social et de la modernisation, les sociologues et d'autres chercheurs en sciences sociales ont puisé dans les contributions des sociologues classiques telles que les œuvres de ceux qui ont traité la montée de la société industrielle capitaliste au XIXe siècle. Leur accent était mis sur les différents aspects de cette transformation sociale. Alors que Marx était préoccupé par les nouveaux rapports sociaux d'exploitation et a prédit un chemin vers une fin de l'exploitation dans le communisme, Weber était préoccupé par les conséquences paradoxales de transformation protestante et l'éthique du capitalisme. Tocqueville examinait les circonstances sociales qui ont donné lieu à l'ordre social démocratique. Durkheim, le premier sociologue systématique, a examiné les conséquences sociales et culturelles de la division croissante du travail et de la spécialisation dans la société apportée par l'industrialisation. Les grandes figures intellectuelles du milieu du XIXe siècle et du début du XXe siècle se sont intéressées aux principaux aspects de la modernité et de la compréhension de la société moderne, qui est devenue une préoccupation majeure de la sociologie. Les tendances les plus importantes de la modernisation sont un mouvement vers l'égalité, la centralisation administrative, donc l'émergence de l'État ou des organisations, l'industrialisation, l'urbanisation et la montée de la bureaucratie rationalisée selon Weber. Par rapport aux discussions contemporaines sur le développement et la modernisation, on peut voir dans ces notions des contours de la société actuelle telles que la démocratisation, la plus grande autonomie des femmes et les questions de gouvernance qui reposent sur la capacité de l'État ainsi que la rationalisation. Ces discussions ont à la fois une dimension culturelle ainsi qu'une dimension individuelle. Les études sur le changement social au XXe siècle ont abordé des questions telles que les deux guerres mondiales, le déclin de l'impérialisme, la montée de nouvelles nations, le socialisme, la guerre froide et l'effondrement du socialisme réellement existant. La période de la Seconde Guerre postmondiale a été particulièrement fertile pour la recherche et la réflexion sur le changement social dans le soi-disant tiers-monde, ou ce qui est maintenant connu comme les pays du Sud. L'essor des théories de la modernisation. Dans la période d'après-guerre, les sociologues ont tourné leur attention sur les transformations sociales réellement existantes et ne se livraient plus à la construction d'une théorie abstraite.
Les économistes se sont intéressés aux problèmes du développement économique, souvent initiés par l'État, ou une combinaison de marché et État. Un certain nombre de chercheurs en sciences sociales a examiné les conséquences sociales du développement économique. D'autres ont cherché à explorer les forces institutionnelles, culturelles et sociales qui se trouvaient dans la voie de cette évolution. D'ici là, la sociologie a embrassé l'empirisme comme une approche méthodologique dominante basée sur une épistémologie positiviste. Quelques-uns des principaux problèmes de la période post-Deuxième Guerre mondiale. Les études sociologiques de la modernisation étaient, comme les critiques ont fait remarquer plus tard, ethnocentriques et considéraient l'Occident comme la seule société moderne contre laquelle ils ont mesuré les sociétés non occidentales. Dans le stade précoce de la discussion sur la modernisation, de nombreux chercheurs la considéraient comme un signe de la domination mondiale de l'Occident. La modernisation a été considérée comme ce que l'Occident avait fait et comment l'Occident l'avait fait. Le reste du monde était considéré comme étant sous-développé. Il devrait se développer en suivant le modèle occidental. Des chercheurs comme André Gunder Frank, un économiste formé à Chicago, et d'autres comme Samir Amin, Fernando Cardoso, critiquaient fortement les théories de la modernisation unilinéaire et ethnocentrique et créaient le mouvement des théoriciens de la dépendance. Dans les années 70, à la suite de ces critiques, les théories de la modernisation en tant que telles sont tombées dans le discrédit. Les sociologues se sont déplacés pour analyser les nouveaux problèmes, tels que la théorie des systèmes mondes d'Immanuel Wallerstein, qui fournissait des récits historiques détaillés du développement et du sous-développement. La principale contribution de ce volet d'études était d'amener les études historiques sur le développement vers le centre de la scène. S'appuyant sur les débats historiques d'inspiration marxiste, au cours de la transition du féodalisme au capitalisme, les études sur les efforts coloniaux et les études empiriques sur le monde en développement ont produit une littérature très riche. Des ouvrages historiques importants sur le sous-développement, tels que le retard économique de l'étude classique d'Alexander Gerschenkron dans une perspective historique, un livre d'essais de 1962 qui a porté sur la fin de l'industrialisation de l'Europe. En utilisant l'industrialisation comme la marque du progrès économique, Gerschenkron a examiné le rôle des États dans la création des institutions comme les banques et les idéologies, c'est-à-dire des idées, les dépendances et les valeurs culturelles, ainsi que les moteurs de la croissance économique. Des ouvrages de sciences sociales tels que le théâtre asiatique de Gunnar Myrdal de 1968, en 3 volumes, ont ouvert de nouveaux horizons dans les études comparatives du développement qui ont mis une bonne partie de l'attention sur la culture et les valeurs sociales comme des obstacles à la croissance économique. Comme les sociologues de la modernisation ont tourné leur attention sur les diverses tendances sociales au niveau macroéconomique, il y avait d'autres personnes qui cherchaient à examiner les changements au niveau individuel. Le travail d'Alex Inkeles est représentatif de ce nouveau développement. Inkeles et ses associés se sont lancés dans une étude cross-nationale de la modernité des individus dans le milieu des années 1960 et ils ont collecté des données provenant de 6 pays. Avec l'aide de psychologues sociaux, Inkeles a développé une échelle de modernité des individus connue comme indice de modernité globale qui a attiré plus tard une bonne quantité de critiques.
Voici quelques questions. Essayez d'y répondre. Revenez au cours si vous ressentez le besoin et cliquez seulement sur les boutons avec les réponses une fois répondu vous-même à ces questions. Le changement social, une perspective théorique. Depuis les années 1960, le phénomène du changement social dans les pays du Sud a été un sujet de discussion particulière des sciences sociales. Une grande variété d'approches peut être trouvée. Ces approches ont commencé dans les années 1960 avec les théories de la modernisation d'origine anglo-saxonne. Durant la même période, les théories de l'évolution structurelle et une approche structuro-fonctionnaliste ont été développées. Les théoriciens de la modernisation ont étudié à la fois les aspects temporels et structurels du développement dans les pays du Sud. La colonisation a eu une influence importante sur ces changements structurels des systèmes sociaux autochtones qui ont eu des contacts avec les différentes puissances coloniales depuis la fin du XIXe siècle en Asie et en Afrique et 2 siècles plus tôt en Amérique latine. Le changement induit par diverses politiques coloniales consistait à introduire un système formel d'éducation, de travail rémunéré et un système bureaucratique. Malgré de grandes différences entre les groupes autochtones, nous pouvons aujourd'hui trouver des élites nationales qui soutiennent un développement assez identique dans leurs pays respectifs. Bien que les interventions coloniales soient venues de l'extérieur des différents pays, l'évolution des sociétés autochtones a dû être adaptée à ces modèles provenant d'autres systèmes sociaux qui ont eu une influence croissante depuis le début du XXe siècle, au moins en Asie et en Afrique. L'intégration des différents éléments de ce système à ceux des sociétés autochtones s'est lentement et progressivement réalisée. Aujourd'hui, aucun groupe reste dans le monde qui n'est pas influencé par les structures du monde et souvent les modèles occidentaux. Le genre de changement qui s'est produit était orienté vers les différents systèmes autochtones. Ces sociétés ont résisté de différentes manières et ou ont modifié certains aspects importants de leurs systèmes sociaux nécessaires à leur survie, malgré l'influence croissante du modèle dominant du développement. Dans le même temps, ces sociétés autochtones laissaient coexister différents modèles culturels à l'intérieur de leur société particulière. Des modèles qui entretenaient et entretiennent des liens ambivalents avec les structures sociales imposées par les sociétés nationales extérieures. À ce stade, le facteur temps devient un instrument pour l'analyse des changements qui ont eu lieu dans ces sociétés. La transformation du système social ne concerne jamais tous les éléments en même temps. Plusieurs éléments changent dans la phase initiale et forcent les autres éléments à changer, jusqu'à ce que l'émergence d'un autre modèle structurel peut être observée.
Souvent, nous pouvons trouver une structure sociale qui semble être caractéristique du développement des sociétés du Sud. Depuis les années 1940, en particulier, l'Afrique au sud du Sahara a vécu ce changement structurel avec plus ou moins d'intensité selon les systèmes ou les groupes sociaux. Ainsi, le problème du changement social est lié à une analyse qui porte sur l'interaction de deux systèmes culturels, politiques et économiques assez différents depuis le début du XXe siècle en Asie et en Afrique, voire 2 siècles plus tôt en Amérique latine. En même temps, le facteur temps permet l'explication de nombreux phénomènes résultant de cette interaction. Une telle approche nécessite l'utilisation d'autres méthodes de recherche. Afin d'illustrer les désaccords et les tensions au sein des sociétés du Sud, il semble important d'examiner les éléments qui résultent de l'interaction de ces sociétés avec les sociétés appartenant à l'hémisphère nord. Si nous maintenons que l'interaction entre les sociétés du Sud avec les sociétés du Nord et avec la culture occidentale a souvent conduit à l'émergence de nouveaux types de systèmes sociaux, malgré les fortes influences des anciennes puissances coloniales, à ce moment, nous sommes contraints d'analyser cette évolution en observant le développement pertinent politique et le changement des sociétés autochtones. Il est logique d'examiner le type d'interaction qui a eu lieu entre des individus, des groupes et des structures sociales dans un processus de changement structurel. Dans ce cas, les histoires de vie individuelles peuvent être considérées comme l'expression d'un conflit entre deux structures. Au cours de l'interaction qui a eu lieu, par exemple, pendant la période coloniale, 2 systèmes sociaux différents se sont affrontés, mais pas sur un pied d'égalité. Les forces de coercition ont soumis et colonisé les soi-disant indigènes. Souvent, les valeurs de la puissance dominante sont devenues des valeurs universelles que le colonisé a dû accepter. Lors de l'analyse des processus de transformation des sociétés, et en particulier les processus liés à la colonisation, ce phénomène peut être observé d'une manière étonnante. La colonisation, considérée comme un processus graduel de changement de société et un projet de développement de groupes puissants, cette colonisation a provoqué, dans un laps de temps assez court, une restructuration fondamentale des systèmes sociaux des sociétés africaines, asiatiques et latino-américaines. En particulier, la colonisation française peut être considérée comme un exemple de ces processus de transformation. L'introduction systématique d'un système économique, politique, social et culturel différent de ceux des sociétés africaines a eu comme conséquence que les puissances coloniales ont réussi à introduire une partie de leur structure dans ces sociétés et à atteindre leurs objectifs de colonisation économique et culturelle de ces régions. Une analyse du changement social qui a eu lieu à l'intérieur des groupes du Sud doit donc considérer l'influence de la culture occidentale mondiale au sens large sur ces systèmes sociaux et le phénomène du changement social résultant de l'interaction entre les deux. Cette analyse est assez complexe et dépasse les théories de la modernisation qui ont privilégié le développement en direction du modèle occidental sans tenir compte des éléments particuliers d'une société donnée. En outre, il dépasse les théories de la dépendance qui ont tenté d'expliquer ce changement par l'influence extérieure d'un système économique mondial inégal. Seule une analyse qui tient compte de ces 3 dimensions montrera les relations sociales et le caractère particulier du changement pendant la période coloniale et ses effets sur les processus réels de changement. En général, les chercheurs en sciences sociales considèrent, à l'aide de cette approche, les motifs, les formes et les orientations possibles du changement social.
Ceci reflète l'intérêt des membres de la société à rassembler les connaissances sur le passé, le présent et l'avenir, en prenant en considération le fait qu'il est presque impossible d'expliquer l'histoire complètement ou de faire plus que des prévisions générales concernant des événements futurs. Le changement peut être trouvé et analysé dans des groupes plutôt limités, dans les processus de transformation qui sont de différentes longueurs et de caractères différents, et si le facteur temps est considéré comme changement à court ou à long terme, ou comme changement continu ou non continu. L'explication sociologique du changement est liée à la structure qui provoque des changements et à des éléments qui expliquent ce changement. L'analyse du changement social tente de montrer les conditions et les facteurs qui provoquent le mouvement d'une société d'une situation particulière à une autre. Deux problèmes peuvent être trouvés ici. D'une part, les éléments doivent être fixés qui sont à l'origine du changement et les citations originales et finales du processus de transformation doivent être caractérisées. Pour faire face à ces transformations, le sociologue doit prendre en compte tous les aspects d'un système social qui forment une structure donnée, les mécanismes de sélection des différentes actions et les possibilités d'action qui en découlent. Les processus peuvent être représentés par des caractéristiques structurelles uniques qui structurent une séquence d'événements. Un processus social ne peut s'expliquer et se caractériser que par l'isolement des éléments importants qui forment une structure donnée et par une analyse de leurs relations. Un moment particulier d'un processus de transformation peut être démontré en reliant plusieurs éléments et leurs relations mutuelles. Le changement d'une structure donnée ou l'apparition de deux structures différentes représente les différentes périodes de l'histoire sociale. Sans la notion de structure, les processus sociaux et l'histoire, dans un aspect particulier du développement, ne peuvent pas être compris. L'approche de Toyne et Mina de 1978 a essayé d'inclure ces aspects dans une théorie du changement social. Ce modèle conceptuel peut être considéré comme un cadre heuristique. Les deux chercheurs soulignent qu'ils présentent une théorie qui tient compte des sociétés du Sud et du Nord, de leur passé, de leur présent et de leur avenir. Selon eux, le développement est un élément caractéristique de tous les systèmes sociaux. Elle est définie par une diversité croissante des composants systémiques et une poursuite de l'intégration de ces composants ou d'autres. Le développement social a lieu entre les pôles de la diversité et de l'intégration. Le point extrême de l'intégration signifie que la stabilité des différents composants d'un système est tellement élevée qu'un développement continu en raison de la rigidité de la structure n'est plus possible. Le développement d'un système dépend de l'interaction entre la diversité et l'intégration, ce qui indique la situation particulière du système social. Selon les auteurs, l'intégration est le degré de probabilité d'un changement des caractéristiques d'un système spécifique qui est causé par le changement de ses éléments. La diversité, comme une particularité structurelle d'un système, peut être déduite de la distribution des caractéristiques des éléments d'un système. Ainsi, le développement social est un processus qui relie les niveaux d'intégration et de diversité. La croissance de ces niveaux signifie la direction du développement social. Cependant, les possibilités de désintégration ou de stagnation ne sont pas exclues. La transformation d'un système se passe au moment où le système a atteint ses limites de la diversité et de l'intégration. Alors, un nouveau principe d'intégration d'une société apparaît qui, dans le même temps, représente une transformation du système et de ses structures caractéristiques.
En outre, le degré du développement dépend de la quantité des éléments du système, ce qui signifie qu'une plus grande variabilité des éléments du système permet un changement systémique plus large. Ce processus peut être imaginé de la façon suivante. À un instant particulier, un nouvel élément est introduit. Cet élément augmente la diversité du système, mais réduit son niveau d'intégration. Différentes composantes du système acceptent le nouvel élément. La probabilité qu'un nouvel élément est produit augmente. Le processus que je décris ici commence alors un nouveau cycle avec la création d'un autre élément. Par conséquent, chaque nouvel élément réduit le degré d'intégration des systèmes et augmente en même temps le nombre total de ces éléments. Le nouvel élément doit être intégré dans le système. Lors de ce mouvement, il modifie les liens entre les différents éléments. Le degré d'intégration augmente en fonction du degré de développement du système. Quand nous reviendrons au schéma conceptuel des transformations, nous constatons que le développement qui a eu lieu pendant la période coloniale en Asie, en Afrique et en Amérique latine a été souvent conçu en faisant usage des idées évolutionnistes. L'approche de la France est intéressante dans la mesure où notre pays croit en un développement dans le sens d'un modèle particulier, celui d'origine française. Il est évident que ce type de développement a conduit pendant les décennies de la colonisation française à des frictions, des ruptures et des situations anomiques. Plusieurs décennies après la décolonisation rapide de la plupart des pays d'Afrique, au sud du Sahara, on doit admettre que cette évolution a suivi une tendance mondiale et même orientée vers l'Occident, sans la disparition de certains éléments culturels des groupes africains. Le problème qui doit maintenant être abordé est le devoir urgent de décrire ce type de développement qui a été conçu et pratiqué par des pays comme la France, la Grande-Bretagne, le Portugal et l'Espagne et a eu des effets imprévisibles qui ont été causés par les éléments des cultures des groupes locaux qui interagissaient avec les modèles occidentaux. Aujourd'hui, la question n'est plus de trouver des chemins possibles de développement, mais les tendances réelles doivent être soulignées et les effets secondaires doivent être analysés. Les études théoriques et empiriques récentes, telles que le postcolonialisme ou l'approche des modernités multiples, sera discutée ensuite. Voici encore quelques questions récapitulatives. Revenez au cours si vous en ressentez le besoin. Cliquez seulement au bouton avec les solutions une fois vous aurez trouvé vos propres réponses. Les développements théoriques récents. Dans les dernières années du XXe siècle et la première décennie de ce siècle, alors que certains sociologues ont été attirés par les théories comme la postmodernité, dans le sillage de l'effondrement du système socialiste, des théories comme la néomodernisation et les modernités multiples de Eisenstadt ou modernités alternatives ont émergé.
Ces évolutions dans les théories sociologiques ont répondu à certaines des charges de l'ethnocentrisme des théories de la modernisation antérieure. Les nouveaux cadres ont permis d'examiner les sociétés qui ont poursuivi la modernité dans leurs propres termes, compte tenu de la spécificité culturelle et sociale. Inglehart et Baker ont fourni une réévaluation des théories de la modernisation et ont défendu un retour de ce cadre dans une forme modifiée. Le premier modèle de la modernisation faisait partie de modèles singuliers qui s'adaptent à tout. Les nouvelles approches motivées par la montée du Japon et d'autres sociétés modernes qui ont suivi une trajectoire différente ont donné une impulsion à des théorisations sociologiques. L'émergence du Japon ainsi que d'autres économies asiatiques ont non seulement donné une impulsion à l'essor de l'idée de modernité alternative, cela a également mis en avant la question de la culture et des valeurs sociales dans l'explication du développement économique. Ces développements ont aussi créé des possibilités d'étudier empiriquement les propositions des modernités alternatives. Il est utile d'examiner ici les propositions de modernité multiples ainsi qu'un certain nombre d'enquêtes empiriques telles que les sondages d'opinion publique dans le monde entier et les enquêtes Gallup International où diverses tendances sociales sont surveillées. À cet endroit, l'enquête sur les valeurs mondiales du Ronald Inglehart de l'Université du Michigan est digne d'être mentionnée. Ces enquêtes interculturelles éclairent de manière précieuse des transformations, mais elles ne sont pas de substitut aux études plus approfondies et localisées qui combinent les deux méthodes d'enquête ainsi que des études qualitatives. Cependant, on doit aussi tenir compte du fait que dans le monde d'aujourd'hui, quand on regarde les pays à revenus élevés et ou des pays à indice de développement humain élevé, il est évident que certains d'entre eux sont des pays où, au début, la modernisation s'élança, ou ce sont des régions où les gens venant des nations modernisées comme l'Europe se sont réinstallés. Le Japon reste une exception historique, l'une des sociétés occidentales qui a mobilisé ses capacités d'État à lancer son propre développement et sa modernisation à la fin du XIXe siècle, après la restauration Meiji. Autres pays d'Asie qui ont un revenu élevé et qui appartiennent au groupe avec un indice de développement humain élevé suivaient le modèle japonais à des degrés divers. Par exemple Singapour et la Corée du Sud. Les autres pays à revenus élevés, comme les pays du Golfe, ont utilisé leurs ressources en hydrocarbures, pétrole et gaz, et ont généré une grande richesse dans le but de transformer leur société et de rattraper le monde moderne. Au cours des dernières années, la croissance du Brésil, de la Russie, de la Chine, de l'Inde et de l'Afrique du Sud, les BRICS, présente un nouveau chapitre dans l'histoire de la modernisation, dans laquelle les pays très peuplés ont été en mesure de rattraper le retard dans des domaines importants grâce à leurs économies et des sociétés comme le G20. Comme en Inde et en Chine, ils pouvaient fonder leur développement accéléré du XXe siècle sur des systèmes culturels anciens qui leur permettaient de rattraper les pays occidentaux en l'espace de quelques décennies, tout en adoptant les développements socio-économiques originaires de l'hémisphère occidental. Dans le domaine des études du développement économique, comme dans de nombreux autres domaines de la connaissance, différents paradigmes, différentes théories et différentes idées ont vu le jour à différents moments de l'histoire. Quelques idées ou propositions ont tendance à prendre des positions dominantes dans certains contextes. L'un des débats continus dans la littérature en sciences sociales sur le développement économique a été l'importance relative des facteurs structurels, institutionnels et sociaux
vis-à-vis des facteurs culturels et psychologiques. Les économistes formés avec les cadres positivistes rigoureux n'étaient pas très enclins d'accepter des variables telles que la culture et les variables psychologiques. Les études historiques et les recherches anthropologiques et ethnologiques ont fourni des preuves considérables et des arguments en faveur de la culture. Les développements récents de l'économie comportementale marquent un tournant important pour franchir les barrières disciplinaires, comme une étude comparative d'Eric Ringmar sur la Chine et le développement en Europe de l'Ouest. Au cours des 2 dernières décennies, il y a aussi eu un changement d'orientation de la croissance orientée vers le bien-être des approches du développement. L'influence d'Amartya Sen ne peut être niée dans ce domaine. Il y a également eu un changement d'échelle comparative de méga-projets à des études axées sur la personne. Dans l'approche sectorielle où l'individu est ciblé, il est maintenant largement admis qu'une approche axée sur les femmes donne de nombreux avantages aux sociétés. Les femmes en tant que groupe ont été identifiées comme une circonscription importante dans la discussion sur le développement social et culturel d'un sous-domaine d'études au sein des études du développement intitulé « Femmes et développement » et « Femmes pour le développement ». Ainsi, le bien-être des femmes a été identifié comme un objectif de développement avec des effets bénéfiques multiplicateurs pour les ménages et la société. L'idée de la microfinance a évolué dans ce domaine à travers des expériences au niveau du Bangladesh et ailleurs. Elle est maintenant reconnue comme un outil utile pour améliorer la situation socio-économique de la femme pauvre. Au cours des dernières années, l'approche des modalités multiples d'Eisenstadt a obtenu une certaine influence parmi les sociologues. Selon ce paradigme, les options de développement ne sont pas considérées comme un défaut ou un manque de modèle général, mais comme une manifestation singulière de la modernité. Les variations observées sont considérées par cette approche comme typiques d'un cadre global de la modernité. La recherche de ces théoriciens suppose que l'on peut déterminer un socle commun des sociétés qui peuvent caractériser une société singulière et que l'on peut proposer différents héritages historiques dans différentes régions, principalement liés aux grandes religions, le christianisme et l'hindouisme. Eisenstadt a affirmé qu'il n'y avait plus une seule variété moderne, parce que le noyau de la modernité ne se contente pas d'être fixe, mais réagit dynamiquement. Cette approche historico-culturelle n'est pas cependant considérée par ses détracteurs d'être suffisante à cause de différents critères, de sorte que la recherche de la nouvelle variante des capitalismes, des démocraties ou des systèmes culturels va dans la bonne direction, mais dans l'ensemble, la synthèse, sous la forme d'une perspective macro-sociologique, fait encore défaut, comme cela avait été réalisé pour la recherche sur la modernisation. On suppose maintenant qu'il n'y aura pas de convergence des pays et régions vers un modèle moderne, et peut-être que cela n'a jamais été le cas, puisque les mêmes solutions institutionnelles n'existent pas et n'ont pas été trouvées. Le concept de dépendance du sentier, qui a été souligné au cours des dernières années par divers chercheurs, a attiré l'attention des approches du développement. Cet argument se fonde principalement sur l'évolutionnisme unilinéaire de Parsons. Shalini Randeria a développé le modèle d'Eisenstadt et parle de modernité intrinsèque ou des formes tissées. Elle propose d'abandonner l'idée de manifestation parallèle d'évolution de la modernité et parle plutôt d'un modèle de forme entrelacée qui a surgi au cours de l'histoire du monde. Aujourd'hui, les similitudes institutionnelles peuvent donc être trouvées dans divers pays
qui sont les résultats de l'imitation, de l'apprentissage mutuel et des acquisitions. On peut supposer que les formes d'institutions et d'organisation peuvent être transférées plus facilement que les aspects culturels ou philosophiques individuels. La modernité est, selon Shalini Randeria, une arène mondiale qui cherche constamment des échanges, mais cela ne doit pas nécessairement conduire à des développements convergents. Pendant ce temps, une série d'études montre que certaines formes de la modernité occidentale ne peuvent pas être copiées, mais qu'elles ont été connectées aux formes locales de nouvelles unités glocales avec C, et ont souvent un caractère et une forme spécifique dont la structure et la fonction peuvent être similaires entre les régions et les pays. Par exemple, Hall et Soskis ont démontré en 2001 que les variantes du développement capitaliste ne se développent pas contre le monde, mais se développent dans et avec celui-ci. Toutefois, il convient de noter que ces processus mondiaux demeurent dans ces différentes dimensions sociales encore sous-analysées. Je passe à mes remarques finales. Les considérations qui précèdent m'amènent à présenter une théorie de la transformation sociale qui peut être développée par des comparaisons culturelles et structurelles pour identifier les différentes constellations des institutions et de leurs relations. L'importance de la culture est différente lors du changement des structures. Donc, dans la société mondialisée d'aujourd'hui, la culture joue un rôle important qui est responsable des dynamiques différentes. Chacune d'elles peut être caractérisée par certains types de sociétés du Nord et du Sud, ou dans une société, on peut parler de différents milieux culturels. En ce sens, nous pensons que l'approche de la modernité multiple et des différentes civilisations est très importante, mais de portée moindre à cause de son taux de généralité très élevé, mais certains aspects du débat sur la globalisation avec ses différents niveaux, pays, régions et contextes locaux doivent être soulignés dans le débat sur le changement et la transformation. Cela conduira ensuite à une recherche qui examine les ensembles institutionnels où la culture joue un rôle important. L'approche d'Eisenstadt est intéressante en termes d'identité collective de diverses régions, comme l'Amérique latine ou l'Afrique subsaharienne, où les différentes sociétés nationales ont des identités distinctes caractérisées par des influences politiques coloniales communes. Ces sociétés ne peuvent guère résister aux forces transnationales qui les rassemblent à nouveau, et les exemples de traités économiques comme le Mercosur ou la CEDEAO montrent cette tendance. Les cycles récents de la mondialisation ne peuvent donc qu'être compris que par les flux transnationaux comme la communauté andine ou l'ASEAN. Ces régions qui combinent différents états d'un groupe sont caractérisées par des flux transnationaux et une histoire en partie commune. Sanjay Subrahmanyam a parlé à cet égard d'histoire connectée où Michael Werner et Benedikt Zimmermann ont inventé le terme histoire croisée. Cette perspective permet de prendre en compte les influences réciproques et les résistances de nouvelles combinaisons et transformations. Ces interactions mutuelles montrent un réseau de relations dynamiques défini par certaines connexions entre eux. Une perspective transnationale qui dépasse les processus de migration doit donc être acceptée dans l'étude des transformations et du développement. Aujourd'hui, nous nous rendons compte de plus en plus que les groupements et les accords internationaux se multiplient comme des champignons sur le sol. Les concepts de mondialisation et de transnationalisme définissent des lignes de recherche qui existent parallèlement les unes et aux autres.
Ils introduisent des pratiques à travers les frontières, des réseaux sociaux qui existent ou ont existé avant la mondialisation des 30 dernières années et qui ont rendu possible un mouvement d'idées et de personnes qui peut être analysé. Une telle perspective nous permet maintenant de comprendre comment l'histoire culturelle des macro-régions est connectée, comment cela pourrait affecter les identités collectives et caractériser les forces sociales, politiques et culturelles de la société. Voici une bibliographie assez vaste. Si vous voulez lire plus dans le domaine de la sociologie du développement, vous pouvez vous référer aussi à mon livre Social Changes in a Global World, où vous trouverez exposé une grande partie des idées que j'ai présentées dans cette séance.